Je vais commencer par un bonjour. Bonjour. On s'est peut-être croisé du regard, mais voilà, c'est l'occasion de vous dire bonjour. Et surtout, j'espère que vous allez bien après cette longue journée. Certainement que vous êtes un peu épuisés, remplis d'informations. Et donc, parmi cette journée qui est donc remplie d'émotions, d'informations, là, le temps que j'ai envie de consacrer avec vous, ça va vraiment être un temps d'échange. C'est-à-dire que je souhaite aborder certains sujets avec vous autour de la prévention, de la qualité de vie au travail, mais que surtout ce soit de l'ordre de l'échange. Donc essayez d'avoir vos retours, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous avez mis en place et qu'on puisse échanger là-dessus. Ma première question, c'est est-ce que vous connaissez Harmonie Mutuelle ? Ok, donc vous connaissez récemment, on va dire. Donc, Harmonie Mutuelle, qui sommes-nous ? On va essayer d'aller très vite sur cette partie pour qu'on ait plus de temps justement sur les autres points. Donc, qui sommes-nous ? On est un acteur de santé au niveau de la France où nous accompagnons les entreprises, les organisations et structures associatives en matière de protection sociale, mais aussi sur un versant de prévention. Et on va en discuter juste après. Harmonie Mutuelle, vous connaissez certainement le groupe Vive, qui est donc un groupe qui inclut de nombreuses entités, qui a été établi donc il y a plusieurs années, dont Harmonie Mutuelle fait partie. Et donc vous pouvez connaître certains de nos collègues au niveau, par exemple, de la MGEN, de la MNT, par exemple. Donc le groupe Vive juste ici. Alors pourquoi on est ici aujourd'hui, puisque vous le savez peut-être, mais Harmonie Mutuelle est devenue entreprise mutualiste à mission en juillet 2021. Et donc, on a fait ce choix-là avec nos élus, puisque Harmonie Mutuelle est une entreprise à but non lucratif, et donc nous instaurons toute notre stratégie avec nos élus qui sont des adhérents par nos contrats, par exemple santé ou prévoyance. Donc notre raison d'être, ça tombe bien, c'est le thème d'aujourd'hui, est de pouvoir agir sur les facteurs sociaux, environnementaux et économiques qui améliorent la santé des personnes, autant celle de la société, en mobilisant la force des collectifs. Donc qu'est-ce qu'on y entend derrière ? On y entend de nombreuses choses, que ce soit en matière de RSE, comme je peux l'entendre depuis tout à l'heure. Alors je n'ai pas participé à toute la journée avec vous, donc je ne sais pas exactement ce que vous avez dit, mais j'ai entendu pas mal d'interventions de votre part ou des partenaires qui me font écho et que j'espère que vous verrez le lien avec la suite de nos échanges. Et d'abord, vous parlez du service prévention d'Harmonie Mutuelle. Est-ce que vous étiez au courant, peut-être que tout le monde ne connaissait pas Harmonie Mutuelle, mais du moins est-ce que vous étiez au courant qu'un service prévention existe ? Juste en termes de proportion, qui était au courant ? Merci. Non, sinon j'ai mon collègue qui est juste ici qui était au courant aussi, donc ça va. Et il y a moi, ça fait 3 on va dire. Donc ça tombe bien, je ne suis pas venue pour rien, je vais pouvoir vous expliquer qui sommes-nous. Donc le service prévention d'Harmonie Mutuelle est un service vraiment à part entière, c'est-à-dire qu'il est à destination des entreprises, des organisations, des structures associatives, qu'elles soient adhérentes ou prospectent à Harmonie Mutuelle par quelconque contrat que ce soit. Notre objectif est de pouvoir les accompagner, vous accompagner en matière de prévention des risques professionnels et de qualité de vie au travail. Comment on peut faire le lien avec la RSE ? C'est qu'aujourd'hui, ce sont deux notions quand même indissociables. Qualité de vie au travail, RSE, voilà, c'est indissociable. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai entendu tout à l'heure et de nombreuses fois, qu'est-ce qui regroupe les deux à votre avis ? L'humain, tout à fait. C'est ça, c'est l'humain est au cœur des deux, puisque si vous engagez des actions concrètes en RSE, vous allez forcément avoir des répercussions sur la qualité de vie au travail. Et la démarche de qualité de vie au travail que vous allez mettre en place, forcément, ça va avoir des impacts sur la RSE. Et c'est en ce sens-là que vous pouvez à la fois amener une relation entre la performance économique et la performance sociale. Les deux sont également indissociables. Si vous avez des collaborateurs, vous-même, vous sentez bien dans votre structure,
ça fera la différence, forcément. Vous arrivez le matin, vous êtes en forme, votre journée de travail en général est un peu plus productive qu'un autre jour où vous arrivez et vous êtes complètement épuisé, à la maison ça va pas, ou alors on a fait une trop grosse séance de sport la veille, donc on n'arrive pas à porter les charges, par exemple. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, pour ma part, oui. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, Harmonie Mutuelle est souvent connue sur le versant protection sociale. Donc, c'est-à-dire tout ce qui va être santé, prévoyance, épargne, retraite, mais également sur le volet prévention. Qu'est-ce qu'on entend derrière prévention? Ça va être différentes thématiques et notamment, c'est parti un peu trop là, et notamment ce qui est en lien avec l'analyse des risques, c'est-à-dire l'analyse des risques professionnels. Aujourd'hui, vous connaissez également d'autres risques. Le risque financier, par exemple, dans l'entreprise, le risque vraiment sécurité. Il y a plein de risques qui existent, mais il y en a un qui est prioritaire, qui reste toujours le même thème, c'est l'humain. C'est-à-dire comment, aujourd'hui, on arrive à maîtriser ce risque. Et comment on maîtrise l'humain? Si vous avez la solution miracle, dites-moi, on la cherche encore. Mais en tout cas, voilà, l'objectif est de se dire qu'il faut mettre l'humain au cœur des entreprises, des associations, des structures, au cœur de la société pour en faire un capital de réussite et de pouvoir le développer pour développer le potentiel de chaque personne et au final, directement, indirectement, le potentiel stratégique économique qu'il y a derrière. Action RH et QVT, donc forcément, vous allez entamer des actions au niveau des ressources humaines, des actions sociales, des actions qui sont en lien avec la qualité de vie au travail. J'ai pu en entendre tout à l'heure, vous parliez de formation gestes et postures, de formation sur l'alimentation par exemple. Ça fait partie de stratégies RH, de stratégies QVT. J'entendais également tout ce qui va être sur la diversité, égalité professionnelle, diversité. Ça aussi, ça va rentrer dans la qualité de vie au travail. Puisque ce qu'on entend derrière ça, et comme je l'ai entendu aussi, c'est de ne pas mettre des tables de ping-pong dans une entreprise et on va se dire ça y est, on est heureux. Non, ça ne passe pas par ça et ça va passer par différentes notions. Oui. Je pense qu'il y a un point qui était intéressant aussi que j'ai entendu, qui était peut-être la sous-évaluation parfois. Autant dans des grosses industries, etc., c'est assez classique de penser à cette santé-sécurité. Autant dans une société de service, par exemple, on va penser au bien-être et pas forcément toujours aux risques psychosociaux. C'est pas forcément simple d'anticiper cette dimension-là des risques psychosociaux parce que c'est plus diffus, c'est plus compliqué. C'est ça, c'est une notion qui est complexe et qui va faire entrer de nombreux facteurs. Les facteurs qui sont à la fois sur l'engagement professionnel, sur par exemple les conditions de travail, le sens qu'on donne au travail, l'utilité, le management. Il y a plein de notions qu'il y a derrière les risques psychosociaux et c'est un sujet qui est parfois palpable, difficilement palpable du moins, et pour démarrer une démarche de risques psychosociaux derrière, il faut respecter une méthodologie ou du moins essayer de la respecter pour avoir à la fin des résultats qui seront le plus bénéfiques possible et qui vous permettront d'avoir des résultats, peut-être pas à court terme, parce qu'on parle quand même d'une notion psychologique, psychosociaux, donc psychologique et sociale, et que forcément, les actions que vous allez mettre en place, elles vont se mettre sur le moyen terme, sur le long terme. Il va falloir réajuster à chaque fois, pérenniser les actions et être là derrière. Je vais passer à la slide suivante, et vous avez déjà vu, sur la loi santé au travail du 2 août 2021. Est-ce que vous en avez entendu parler? Non. J'entends pas. Est-ce qu'il y a certains... Est-ce qu'une des personnes a entendu parler de cette nouvelle loi qui est sortie donc le 2 août 2021 et qui vient renforcer tout l'aspect santé au travail? Non. Le monsieur là-bas, c'est ça? Très au fait. Il a dit qu'il travaillait en juillet-août. Oui, c'est pour ça en fait. C'est la prof qui pose. Alors, la loi santé au travail, c'est fait en 4 volets. Je vais rapidement vous dire les 3 premiers puisqu'on va vraiment axer sur le 4e. Donc, le premier est de décloisonner santé publique et santé au travail. Bon, je vais en profiter pour poser la question. C'est quand même, selon vous,
santé publique, santé au travail, ben, c'est quoi la différence? Ce qui touche à la santé de la personne en ayant un impact sur son travail. Tout à fait. Quelqu'un qui boit, par exemple, je cite ce que moi je vis dans mon métier, ou qui fume des produits illicites, Ça en fait partie. qui peut très rapidement dégénérer dans le cadre du travail. À votre avis, pour la santé publique, ben, quelle est la cible? Tout le monde. Et la santé au travail? Et dans quel cadre? Le travail. C'est ça. Alors en fait, la santé publique, c'est ce que vous entendez à la télé. Manger, bouger, ne mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé, pratiquer une activité physique régulière, etc. Ce sont des exemples typiques que vous avez tous entendus. Là, on est vraiment dans la santé publique. C'est-à-dire que vous, en tant qu'individu, on va chercher à vous amener de la prévention pour améliorer votre état de santé de manière générale. Quand on parle de santé au travail, on peut aussi parler de manger, bouger. Et je l'entendais tout à l'heure avec madame au fond, notamment avec les personnes qui n'ont pas trop de temps de manger et qui vont vite manger. Donc en fin de compte, on va aussi parler de l'alimentation, de manger, bouger, ne pas manger trop sucré, trop salé. Mais là, on va parler en fait dans le cadre du travail. C'est-à-dire de se dire, dans le cadre de mon travail, pourquoi, cause profonde, pourquoi j'ai peu de temps pour manger? Quels sont mes axes d'amélioration, les solutions pour que j'ai le temps qui est adapté à la consommation que je devrais avoir? Pourquoi ce que je mange est trop gras, trop sucré? Comment je pourrais avoir des solutions là-dessus? Qu'est-ce que l'entreprise, l'organisation peut faire pour que mon alimentation au quotidien, dans le cadre de mon travail, soit améliorée? Et c'est là qu'on va parler de santé au travail. Donc on peut parler de sujets qui sont similaires, c'est-à-dire la nutrition par exemple, les addictions par exemple, mais quand ça part de la sphère professionnelle, c'est là où on va venir impliquer l'employeur ainsi que les différentes parties prenantes. Donc c'est ce qu'on entend de vraiment décloisonner les deux. C'est-à-dire que même s'il y a des liens entre les deux, parce qu'on parle de santé, parce qu'on parle d'humain, il y a quand même deux sphères et deux méthodologies, on va dire, à mettre en place qui sont différentes. Le deuxième point, c'est lutter contre la désinsertion professionnelle. Le troisième point, réorganiser la gouvernance de la prévention et santé au travail, donc notamment avec les AIST, les médecines du travail, pour qu'elles soient plus efficientes, qu'elles soient plus présentes et qu'elles puissent vous accompagner au-delà des visites médicales, puisque voilà, il y a du travail et c'est pour ça que cette nouvelle loi prévoit, en tout cas, de mettre l'accent là-dessus. Et la dernière est de renforcer la prévention au sein des entreprises, notamment en mettant l'accent sur la prévention primaire. Et là, c'est vraiment sur ce point que je souhaite échanger. C'est quoi la prévention primaire, selon vous? On peut faire un brainstorming si vous voulez. La sécurité, ok. La prévention avant que ça n'arrive. La prévention avant que ça n'arrive, avant que quoi arrive? Que l'accident ou que la maladie professionnelle arrive. En brut. Encore des éléments. Qu'est-ce qu'on cible en prévention primaire? Les gestes. Intégrité physique. Essayez de me donner un exemple de choses, de tâches, de méthodes, de n'importe de ce que vous avez pu mettre en place dans votre organisation qui pourrait relever de la prévention primaire. Alors on avait souvent des accidents dans l'escalier qui menaient à la pointeuse. Et bien là, Vous avez mis la pointeuse à on a déplacé la pointeuse pour limiter les allers-retours. Ok. Alors c'est un très bon exemple. Grâce à cet exemple, est-ce que vous en avez d'autres? Moi, par exemple, pour les collaborateurs qui sont musulmans, qui font le ramadan, je veux le savoir pour éviter qu'ils se mettent en situation de danger sur les toits quand ils font le ramadan. Si vous restez 7 ou 8 heures sur un toit en plein soleil, sans boire et sans manger, au bout de quelques jours, ça se finit là. Ok. Voilà.
Donc ils le prennent mal en général au départ, un jour de vente, c'est agressif, ils considèrent que c'est une agression. Bon. Oui, si. Quand tu demandes à un musulman s'il fait le ramadan, d'un blanc chrétien, oui, c'est une agression. Et puis après, ils comprennent, bon, maintenant ils le savent. C'est absolument pas discriminatoire. Non, bien sûr, bien sûr. Donc vous leur demandez, et en fonction de ça, qu'est-ce que vous faites si vous avez... Ils font des travaux au sol. D'accord. Donc vous réorganisez l'activité de travail. Ok. Donc nous avons un deuxième exemple de prévention primaire. Un petit troisième de ce côté. Le groupe de droite. Oui, le bâtiment, les postures, la formation de posture. Ça ne sera pas de la prévention primaire. Ah voilà, tu vois. Mais c'est de la prévention tout de même. Est-ce que vous pouvez essayer un dernier exemple pour qu'on ait notre troisième? On va mettre de l'alcool à la cantine. Ça s'appelle de la provoque. Non, mais effectivement, dans des métiers de l'événementiel où on accompagne des clients, on est obligé de sensibiliser les collaborateurs à malheureusement ne pas boire lors des manifestations avec les clients. Si c'est du primaire, mais en tout cas, il faut le faire. Mais c'est une prévention qui va plutôt se retrouver dans les autres niveaux de prévention. En fait, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, que vous avez dû entendre de nombreuses fois avec ces 2 dernières années, c'est-à-dire tout ce qui va été au niveau du Covid-19, si vous en avez entendu parler. Et donc l'Organisation mondiale de la santé prévoit plein de choses autour de la santé et notamment sur l'aspect de prévention. Il y a 3 niveaux de prévention qui ont été définis. Le premier niveau va être la prévention primaire. Quelle est la cible? La cible, c'est l'organisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une structure, il y a des risques. Mais avant qu'il n'y ait de répercussions, on va essayer d'anticiper ces risques. C'est-à-dire qu'on va aller à la source du problème. On ne va pas attendre qu'on identifie le risque ou qu'il y ait déjà des conséquences. On va essayer de le supprimer pour que jamais ça n'arrive ou de le réduire au maximum. Comment on fait ça? Alors, on peut mettre en place des actions qui vont porter sur l'organisation de travail, sur les conditions de travail. On va, par exemple, questionner les salariés pour essayer de comprendre quelles sont des informations peut-être personnelles, bien entendu, mais pour ensuite réorganiser le travail. Et en réorganisant le travail, on va permettre d'éviter des accidents de travail qui auraient pu être fatales ou avoir une conséquence assez grave. On peut, par exemple, mettre en place d'autres choses qui sont liées vraiment par exemple à la clarification des rôles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui a un poste de travail, mais pour autant ses objectifs, son rôle n'est pas clair, va provoquer à terme des risques. C'est-à-dire par exemple des risques psychosociaux. Je ne sais pas où est-ce que je vais, je suis dans l'incertitude, je ne sais pas ce qu'on attend de moi, mes objectifs ne sont pas clairs, je ne sais pas. Et en fait, au fur et à mesure, ça va créer des risques psychosociaux. Donc une des actions de prévention primaire serait d'anticiper cela, c'est-à-dire que la fiche de poste, elle est établie, elle est à jour, on sait ce qu'on attend de moi, on sait ce qu'on attend du salarié, c'est parti en fin de compte. Donc on y va. On pourrait également analyser la charge de travail. Alors ça correspond un petit peu à votre action, c'est-à-dire analyser l'activité de travail et essayer de voir si ce travail-là peut correspondre à l'homme, à l'humain. Puisque là, le but, c'est vraiment d'adapter le travail à l'homme et non l'inverse. C'est qu'on va mettre en place toute une organisation de travail, toute une activité de travail qui va permettre justement que l'humain puisse faire du bon travail, et ça c'est important, du bon travail dans de bonnes conditions, et pas simplement du travail dans des conditions acceptables. Si on parle de prévention secondaire, selon vous, qu'est-ce qu'on y met derrière? Si la première était de supprimer ou réduire le risque à leur source par anticipation de ce risque-là, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans une prévention secondaire? Mais lorsque le risque est arrivé. Tout à fait. Alors, il y a quand même un niveau, puisqu'il va y avoir 3 niveaux de prévention.
C'est ça. Et c'est quoi l'intermédiaire? Ça a failli arriver. Et en train de tomber de l'échelle. Non, toujours pas. Presque. Encore un petit peu avant. Il est arrivé ailleurs. On ne peut pas supprimer le risque, du coup on forme à comment agir avec ce risque. On met des équipements adéquats. On a trouvé la bonne réponse. Bravo. Alors effectivement, la prévention secondaire, c'est lorsque les risques sont présents, ou du moins ils sont presque là. C'est-à-dire que, il est là, il va falloir faire avec. Donc ce qu'on veut souhaiter, c'est de voir si maintenant qu'il y est, on peut quand même l'identifier, le diagnostiquer pour voir si on peut quand même le supprimer, mais dans tous les cas le réduire les conséquences de celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, ça va être plutôt à l'individu. Alors il y a de l'organisation qui se retrouve là-dedans quand même, parce qu'on peut toujours ajuster l'organisation, l'activité de travail pour que ça permette d'atténuer le risque. Mais là, c'est plutôt porté sur l'individu, centré sur l'homme, c'est-à-dire adapter l'homme au travail. Comment on peut faire? C'est comme vous le disiez, madame, c'est proposer des formations gestes et postures, par exemple. On sait que dans cette activité de travail-là, il y a des risques de troubles musculo-squelettiques. C'est-à-dire qu'à force de lever les bras comme ça, à hauteur supérieure des épaules, au bout d'un moment, ça va lâcher. Soit ce sera de l'accident de travail, reconnaissance de maladie professionnelle, le risque est là, il faut le diminuer. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Alors soit on revient en prévention primaire et on réorganise la chaîne de travail pour éviter qu'on ait besoin de lever les bras, soit sinon on va rester sur de la prévention secondaire où on va donner en fait toutes les clés aux salariés pour qu'ils puissent appréhender ce risque-là, c'est-à-dire des formations gestes et postures par exemple pour avoir la bonne posture, pour essayer de voir comment moi-même m'adapter pour éviter justement que je me fasse mal ou que je me fasse encore plus mal, pour qu'on résiste. Sur la dernière prévention, donc la prévention tertiaire. Je vous repose la question. C'est que le risque est présent. Le risque est présent, le mal est fait, il est là, il s'est exprimé, on est dans une situation de crise. J'ai mal, j'ai une poutre qui m'est tombée sur le pied, mon pied est éclaté. Ah ben oui, c'est ballot. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On ne va pas pouvoir faire de la prévention primaire parce que mon problème, ça ne va pas le régler. Mon pied sera toujours éclaté. On ne va pas pouvoir me sensibiliser à attention, on n'aurait pas dû faire ça ou attention, il aurait fallu avoir telle ou telle posture. Là, on est vraiment sur du curatif. C'est-à-dire que le mal s'est exprimé, il va falloir soigner l'homme, soigner l'individu. Et donc là, comment ça peut se passer? Voilà, tout à fait. La prise en charge. Harmonie ambulance peut-être là quand même. Hein. Si le pied s'est éclaté, je pense que là on peut appeler quand même le 18. Ce sera la première chose à faire. Mais par contre, si le risque s'est exprimé par exemple sur des risques psychosociaux, vous sentez qu'il y a des tensions, des situations de conflit entre les individus, qu'il y a des personnes qui sont en détresse, qui sont en épuisement professionnel, soutien psychologique. Donc là, par exemple, mise en place d'accompagnement psychologique des salariés dans le cadre du travail, mise à disposition d'une ligne d'écoute, par exemple. Qu'on voit également qu'il y a des difficultés au niveau social, c'est-à-dire des personnes qui doivent préparer leur dossier retraite et c'est compliqué, des personnes qui ont à gérer tout ce qui est parentalité et c'est compliqué. Pourquoi pas mettre à disposition ou renforcer l'assistante sociale, tout à fait, pour qu'il y ait une personne qui soit là et qui puisse accompagner dans ces moments difficiles qui sont présents. Donc si vous devez retenir ces trois niveaux-là, prévention primaire, c'est adapter le travail à l'homme. Prévention secondaire, adapter l'homme au travail. Et enfin, prévention tertiaire, soigner l'homme. Et c'est sur la prévention primaire que la nouvelle loi santé-travail met l'accent. C'est-à-dire que demain, il faut agir sur les causes réelles, les causes sources qui vont permettre de squeezer les risques et leurs complications, forcément. Le temps passe. Donc je vais vous poser une question. Selon vous, quelles sont les clés pour développer le potentiel humain dans votre structure? C'est-à-dire que demain, vous souhaitez mettre en place une démarche de prévention primaire, secondaire. À votre avis, quelles sont les clés de réussite?
Et j'en ai entendu tout à l'heure, donc je suis sûre que vous pouvez les ressortir. Une analyse des risques. Je prends toutes les idées. Être à l'écoute des collaborateurs pour pouvoir récupérer leurs ressentis, leurs informations. Être à l'écoute des collaborateurs sur leurs attentes et sur leurs besoins. Si je fais juste un récap, il y a 1 minute 30. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Adapter. Adapter le poste à l'homme. Le travail. Voilà, adapter le travail à l'homme. Est-ce que vous avez d'autres idées? Des études de poste, on l'a dit, c'est ou pas? Les études de poste, alors ça peut rejoindre ce que vous avez dit, c'est-à-dire diagnostiquer, analyser le travail ou alors étudier les attentes, les besoins des salariés. Le temps passe et c'est pour ça qu'on va terminer sur cette slide et que je souhaiterais qu'on puisse en échanger si vous avez des questions. C'est qu'il va y avoir 3 grandes notions en fin de compte pour réussir ou du moins pour amener une démarche de prévention ou une démarche de développement du potentiel humain qui soit efficient. Le premier, c'est s'intéresser aux causes profondes, c'est-à-dire la prévention primaire. Diagnostiquer, analyser quelles sont les conditions de travail, quelle est l'organisation de travail, quelles sont les relations interpersonnelles entre les salariés, d'essayer de comprendre tout ça, de voir quelles sont les causes, c'est-à-dire les facteurs de risque, mais aussi les conséquences. Et par ce que vous aurez récupéré dans cette analyse-là, c'est de dire, OK, je vois que mon facteur prioritaire, c'est la communication. C'est-à-dire qu'on communique mal. Et on communique mal, ça va créer des tensions entre nous, ça veut dire que les échéances, elles ne seront pas respectées, que monsieur X, il avait l'information il y a 1 semaine et que moi, je l'ai que aujourd'hui. Il y a 1 semaine et que moi, je l'ai que aujourd'hui. Sauf qu'en fait, si j'avais eu l'information au même moment, on aurait pu respecter notre délai. Bref, la communication, c'est un facteur de risque prioritaire sur lequel il va falloir trouver des solutions. Et donc là, on est en prévention primaire, par exemple. Donc c'est vraiment de s'intéresser sur qu'est-ce qui fait mal et pas qu'est-ce que ça répercute dans mon corps ou comment le soigner, comment mettre un pansement. Le deuxième, consulter les salariés. Et en fin de compte, c'est mobiliser l'ensemble des acteurs et des parties prenantes. Qui est-ce que vous avez comme partie prenante? Alors, ça dépendra de la taille de votre entreprise, de votre structure, mais on va dire qu'il faut solliciter tout le monde, à différents niveaux forcément. On ne va pas solliciter la direction au même niveau que les salariés, au même niveau que le CSE, mais plus vous mobiliserez de monde ou de représentants de chaque service, de chaque mandat en fin de compte, et plus vous aurez d'éléments palpables, d'éléments de terrain qui vous permettront d'agir et de mobiliser le plus de personnes possible. Si on mobilise un maximum d'acteurs et de parties prenantes, c'est également pour qu'on puisse qu'on puisse les mobiliser sur la définition des règles et des process. Chacun a sa réalité de travail qui va être différente d'une personne à l'autre et qui va être différente d'un point de vue à l'autre en fonction d'où est-ce qu'on est positionné, de quelles sont mes relations, mes liens hiérarchiques par exemple. Et de pouvoir solliciter tout le monde, ça va vraiment être un facteur d'engagement. Les salariés, quels qu'ils soient dans l'entreprise, vont être engagés, vont se dire « Ok, c'est un projet, on me demande mon avis, on me demande qu'est-ce que je fais sur le terrain et on me demande de trouver des solutions. » Là, on a tout gagné. C'est-à-dire qu'on a vraiment les éléments dont vous avez besoin pour trouver des solutions. Alors parfois, on peut se dire si je sollicite les salariés pour avoir leur point de vue sur des solutions potentielles, ça va partir dans des débats ou alors ils vont me demander des solutions inimaginables. Et pourtant, si vous mettez en face votre cadre, vos limites, c'est-à-dire vos moyens humains, vos ressources humaines, vos moyens financiers, vos moyens stratégiques, vos stratégies RSE, si on a tout ce cadre qui est clair, les salariés n'essayeront pas de sortir de ce cadre. Et vous aussi, vous vous rendez compte qu'il y a un périmètre qu'il faut respecter. Et dans ce périmètre-là, dans les conditions réelles de mon travail, comment je le réalise, comment je mets en place quelque chose qui va pouvoir améliorer mon quotidien et qui va faire qu'aujourd'hui, demain, après-demain,
eh ben, je pourrais faire mon travail dans de bonnes conditions. Et quand je viendrai, je me sentirai mobilisée, je me sentirai énergisée, je me sentirai dynamisée et surtout, je me sentirai écoutée. Et ça fait tout. Lorsqu'on est écouté au travail, quand on dit « j'ai mal là », ok, ben écoute, on va essayer de faire en sorte que là où tu as mal, ben, tu te fasses plus mal et je vais te mettre un pansement par-dessus. Voilà, si je schématise, ça donne ça et normalement tout le monde est content. Voilà, c'est ça. C'est celui qui t'a fait mal, je vais aller le voir et je vais lui dire c'est pas bien, il te fera plus mal et en plus je te fais un bisou magique. Ben là c'est parfait, vous avez respecté toute la notion de qualité de vie au travail. Et enfin la démarche d'amélioration continue, agilité. C'est-à-dire que je vous parlais d'une méthodologie, qu'il existe des démarches, mais en fait il n'y a rien de rigide. C'est-à-dire qu'il faut voir en fonction de ce qui va marcher chez vous, de comment vous allez le mettre en place et surtout de le réajuster. La méthodologie comprend un diagnostic. Forcément, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Quelle est notre photographie à l'instant T? Ensuite, on va voir la phase de conception. Ok, bon, on a vu tout ce qui n'allait pas, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? On fait notre plan d'action, on le met en place, donc on l'expérimente. Ensuite, on va faire un bilan. Est-ce qu'il faut réajuster? Est-ce qu'on laisse comme ça? Est-ce qu'on abandonne le projet? Est-ce qu'on en fait un autre? Et ensuite, on aura la phase de pérennisation. Une fois qu'on a réajusté le projet, comment on le fait perdurer dans la durée, à court terme, à moyen terme et à long terme? Et quelles ressources on va engager, quels indicateurs? Donc c'est vraiment d'avoir cette notion d'agilité, c'est-à-dire de pouvoir se dire comment les démarches, les actions que je vais pouvoir mener, je les adapte jour pour jour à la réalité du terrain. Et enfin, on va dire que je pourrais conclure sur un conseil qui serait, ou plutôt un leitmotiv, ce serait de créer du sens dans vos actions. On ne donne pas du sens à une action, on le crée. C'est-à-dire que tout ce que vous souhaitez entamer, faites-le avec toujours ce fil d'Ariane. C'est-à-dire quelle est l'histoire qui va derrière, pourquoi je mets ça en place, quelle est la raison pour laquelle je mets en place et avec qui je le mets en place. Si vous générez justement cette force des collectifs, que vous y arrivez ou que vous tendez vers là, les résultats ne seront que plus favorables et vous permettront d'axer sur vraiment le potentiel humain que vous pouvez avoir dans votre structure. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute, sinon je vous remercie. Et donc créer du sens et du sens collectif avec la raison d'être, bien sûr. Exactement.